Ça va Laetitia Casta? Quand c'est pas Julie Gaillet, c'est Laetitia Casta. Alors, à croire que j'ai aucune personnalité, que je suis vraiment rien. Moi, je sais pas. Alors, mais par Jupiter, je m'en souviens très bien. Merci Laetitia Gaillet. Antoine Decaune me charge de vous dire qu'il a vraiment pas fait exprès de vous appeler Laetitia Casta. C'est sorti tout seul. D'où le fou rire. Voilà, comme non, ça. Mais je m'y suis faite. Bon, très bien. Je vais changer de patronyme, je pense. Merci Laetitia Gaillet pour ces informations. Reposez-vous bien. On vous retrouve demain. Et le prochain point sur l'information, ce sera à 18h. Mais moi je suis pur, ok? Tu comprends ça? Pur, P-U-R, pas comme toi, Joseph. Ah ouais? Ouais. Eh ben, tu sais quoi, Léon? Moi, le pur, tu sais ce que je lui fais? Je le poursuis jusqu'au Mexique et je le tue. Ouais, tue, c'est ça. Ouais, d'accord. Mais c'est d'un ton, là. Ça va pas de gueuler comme ça. Ouais, enfin. Non, mais c'est parce que le livre de l'invité Robert Little sur Staline, il nous inspire. Ouais, alors on a fait un jeu de rôle et Juliette, elle a évidemment choisi ce monstre, le Staline. Quoi. Ouais. Et Guillaume, il a choisi ce gros mot du genou de Trotsky. Juliette en Staline? Mais pourquoi? Trotsky, il a pas trahi la cause. Ouais, et ben moi j'ai mené d'une main de fer le plus grand pays révolutionnaire pendant 30 ans, alors je t'emmerde. Juju, mais depuis quand t'as une main de fer? Depuis toi toujours, c'est un serpent sournois cette fille. Ouais, bah moi je suis pas en tout cas un social-démocrate. Bon, attendez, parce que je suis charmée que vous vous impliquiez dans l'émission, mais enfin faites ça dans le calme. Oui, quoi. mais on peut pas. L'histoire de l'URSS, c'est violent. Mais oui, c'est violent, c'est rouge sang, c'est pas pour les femmelettes. Carton jaune, Juliette, ça c'est sexiste. Bah oui, c'est pas pour les... Carton rouge, tentative d'homophobie maintenant. Mais non, mais attends, j'ai rien dit là. J'ai rien dit. Ah, enfin la paix, fin de la guerre froide. Bon, de toute façon, mon préféré c'est Nikita. Hein. Ouais, il chambait ce film. Khrouchtchev, Juliette, Nikita Khrouchtchev. Ah d'accord. Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up émission. Cet espace où la blague est déclarée compétente pour juger l'actualité. L'ONU mesure l'indice de bonheur de chaque pays et celui des Américains est en chute libre à cause de toutes les incertitudes que provoque Donald Trump. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ensuite, une adaptation russe et 2.0 de David contre Goliath, un jeune blogueur surnommé Staline Goulag. Oui, son pseudo est limpide, jurisprudence Charline Vanhoenacker, la réponse est dans la question. Donc, Staline Goulag se dresse face au redoutable Poutine et à sa fine rhétorique, enfin fine, sa rhétorique quoi. Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Ah, Poutine et Trump, apparemment, c'est un peu les mêmes. Des nouveaux billets de 100 et 200 euros ont été mis en circulation hier. Ils sont plus sûrs, mais toujours aussi quelconques. Avec des dessins de ponts qui symbolisent les ponts entre les peuples, mais aucune représentation des huiles qui nous dirigent. C'est toujours pareil avec les pontes, enfin, sauf avec les pontes d'Avignon. Elle aussi dresse des ponts entre les auditeurs et la littérature, notamment. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline, bonjour tout le monde. Alors une belle équipe, plus qu'une belle équipe, un beau nid d'espions. Avec tout d'abord notre Joséphine Baker pour la paire de jambes infinie bien sûr. Et parce que Joséphine Baker était une espionne de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, de la même manière que Roukiata est l'œil de Ouagadougou. Bonjour Juliette. Bonjour Roukiata, de quoi on parle? Alors aujourd'hui je vais vous parler de résidus coloniaux. Ensuite, nous aurons celui que l'on nomme la taupe, parce qu'il est au passant innocent ce que la taupe est au jardinier. Au début, tu dis « Oh, qu'il est mignon, ce mignon !» Et ensuite, tu le poursuis à coups de pelle. Taupe modèle, plus exactement. Merci beaucoup. Je me suis bien amusé aujourd'hui. Je suis à l'Assemblée Générale des actionnaires de chez Total. Et c'est des gens qui se passionnent pour l'écologie. M'en fous. Voilà. Ouais, non, pas tous. Enfin, Clara, et bien évidemment Mata Hari, l'espionne la plus célèbre, tout en tragédie et en féminité et en moyen d'abuser de la féminité. Clara. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Moi je vais parler du livre de notre invité. Oui, car voici... Ah ben non, il manque quelqu'un. Oui, oui. l'espion que j'aimais Oui. et qui chantait Frédéric Fromet. Oui, bien mercredi, c'est super. Qu'est-ce qu'on l'aime, ce Et Frédéric voici celui dont l'esprit va survoler notre open space. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs que vous êtes là et que vous êtes... Je suis Robert Little. C'est bien, ça c'est déjà très Et je bien. suis très content d'être parmi vous. Nous aussi, Robert. France Inter, Charline Vanhoenacker, par Jupiter. Bienvenue donc Robert Little. Votre roman qui vient de paraître s'intitule Koba, paru aux éditions Baker Street. Robert Little, je vous laisse avec nos deux chroniqueuses littéraires attitrées, Juliette Arnaud et Clara Dupont-Moreau. Alors, Koba n'est
plus vraiment un livre d'espionnage. Je situe l'intrigue. Le jeune Léon Rosenthal, 10 ans et demi, c'est vraiment très jeune, fils de scientifique, se retrouve dans les méandres de la maison sur le quai, à Moscou. La maison sur le quai, c'est là où on logeait tous les hauts dignitaires soviétiques, les cadres du parti. Et il se retrouve perdu dans les méandres face à un vieillard qui néanmoins a l'air puissant et qui dit s'appeler Koba, et il se trouve que Léon Rosenthal a besoin d'aide. Léon Rosenthal est déjà orphelin de père et sa mère vient d'être arrêtée par la police politique. On est en 1953. Il a de la chance dans son malheur, Léon, sauf que c'est un peu la chance toute relative de Mowgli face à Shere Khan. Alors ce roman, c'est un roman qui est mi-roman initiatique, mi-roman historique, mi-roman horrifique. Juliette, oui, c'est pas une alors, chronique, hein, Clara, Juliette, je suis sûre que ça fait demi, enfin ça fait pas demi mais 3. Et alors moi je me demande quelle moitié justement, enfin quel tiers a votre préférence, horrifique, historique ou initiatique? J'ai pas la moindre idée. Non, mais je trouve au bas, c'est un livre historique. C'est basé sur les événements et le temps, l'atmosphère, les attitudes qui étaient prévalentes dans le dernier mois, les dernières semaines de Staline. Donc, c'est ça. Et le point de départ, c'est l'enfant ou c'est vraiment le désir de... C'était tous les deux. L'enfant est très important pour moi parce que quand j'ai commencé le projet, je n'avais pas une très bonne idée comment je peux rendre un vieil homme qui est un brute, qui est un monstre finalement, un des deux grands monstres de la première moitié du XXe siècle. Comment je peux rendre un homme comme ça humain? Et mon solution qui a tombé dans mon cerveau quand mon cerveau marchait, c'était que de voir le vieil homme à travers les yeux d'un garçon de 10 ans et demi et 2 jours innocent. Et à partir de ça, le garçon ne sait pas qui est le vieil homme, parce que le vieil homme, il ne ressemble pas à Staline. Il a 74 ans, et comme le vieil homme dit à le garçon à propos de Staline, Staline a pris l'âge, mais ces photos qu'on voit partout en Moscou, sur la façade de GUM, dans les classes, dans les journaux, ces photos n'ont pas pris l'âge. Donc le garçon est devant un vieil homme et il dit ce qu'il pense. Et il vient d'une famille juive. Et dans les familles juives, on donne une description d'un garçon comme ça. Il a chutzpah. Vous connaissez le mot chutzpah? Non. Alors, c'est un mot yiddish. Et en Israël, j'ai appris la définition classique de chutzpah. C'est quand un garçon tue son père et sa mère et il demande que le juge le gracie parce qu'elle est orphelin. Ça, c'est chutzpah. Et le héros, le narrateur, le garçon qui raconte l'histoire, il a cette qualité, il est audace, il est turbulent, il est surdoué, et il dit ce qu'il pense, même à le vieil homme. Mais est-ce que y a un peu de vous dans l'enfant? Parce que c'est la première fois en 20 romans, Robert Little, que vous vous mettez à la place d'un enfant. Vous l'aviez jamais fait. Et en plus, il se trouve que vous êtes de famille également juive, que votre père s'appelait Léon, comme l'enfant. Ah oui. Oui, bah, au bout d'un moment, si vous faisceau de convergence. Faut pas nous la faire trop non plus, Robert. Alors, Robert, aussi, on a lu Freud. Est-ce qu'il y a un peu de vous dans cet enfant? Est-ce que c'est vous qui êtes un peu Léon, l'enfant, qui regarde le vieil homme? C'est sûr que c'est vrai. D'ailleurs, je ne veux pas admettre. La couverture est faite par mon fils, qui est un peintre qui habite à Prague. Et son portrait de Staline est superbe. Et le deuxième portrait sur la couverture de le garçon, mon fils dit c'est moi quand j'étais jeune. Alors le problème pour moi, de créer un personnage d'un garçon de 10 ans et demi, c'était très difficile dans le sens que je suis légèrement plus âgé que lui et légèrement moins innocent que lui. Mais c'est sûrement une projection de moi à cet âge-là qui parle à cet vieil homme. Le jeune garçon, Léon, est fasciné par Koba, par celui qu'il pense être juste Koba et qui va se révéler être encore un peu plus important que Koba, sans vouloir tout dévoiler. Quelle est la part de vous qui est fascinée
par Staline ou par quelle part de Staline? Ah, moi je crois partout. Et surtout les jeunesses. Ok, Koba, c'était le nom de guerre de Staline quand il était, avant la révolution bolchevique, quand il était un brigand, un gangster dans Géorgie. Il braquait les banques. Il couchait avec toutes les femmes. Il extorquait les gens riches. Il tuait ses ennemis à droite à gauche. Ça, il a continué. Hein. Pardon? Ça, il a continué à tuer ses ennemis. Absolument. Mais je parle de jeunes. Mais il organisait l'assassinat comme il était le chef de la cellule bolchevique en Géorgie, il a organisé l'assassinat des officiels de le tsar et il même participé dans ça. Mais aussi, il avait un autre côté qui est très curieux. Est-ce que vous savez que Staline, Koba, a écrit et publié les poèmes quand il avait 16 ans, 15 ans? Je ne dis pas que les poèmes sont vraiment poétiques, mais quand même, ces poèmes ont été publiés avec un pseudonyme dans le journal local, en Gori, son ville de naissance. Et je crois que c'était très important dans le sens que quand il était Staline est devenu Staline, il avait un rapport avec les poètes très curieux. Ça veut dire comme Mandelstam, le grand poète Mandelstam, a écrit un petit poème, un épigramme, dans lequel il disait que Staline était le montagnard de le Kremlin et qu'il était le tueur de paysans. Quelqu'un à cette époque-là qui dit des choses comme ça a été exécuté de soi-même. Mandelstam n'était pas. Il était envoyé en exil avec sa femme Nadezhda pour 3 ans. Et Pasternak, c'était un autre, n'était pas tué par Staline. Et Hitler faisait de très belles aquarelles, rappelons-le. Robert Little, on va en reparler bien sûr de Koba, paru aux éditions Baker Street. Car Robert Little est avec nous, on va parler des États-Unis aussi, de la Russie et de l'Europe. Restez avec nous. You what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Louder than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10-cent love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got it there in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light your count, called mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Otis Redding, Hard to Handle, sur France Inter. Mon accent était bien, Robert Little, Hard to Handle. Moi, je trouve, je n'ai pas un accent. Non. You're listening par Jupiter. Pas d'accent du tout. Non, Il l'accent est normand. 17h22 à Domfront, en Normandie. Domfront. Ouais, quand on n'a pas d'accent, on dit Domfront. D'où vient Robert Little, qui a bien sûr l'accent normand. Juliette, pour entourer l'écrivain Robert Little. Ruketa Redrago, then Guillaume Meurice, Yes. and then, finally, Clara Dupont-Moreau. Thank you. La politique, pour moi,
est la raison de tous mes malheurs. Le journal de presque 17h17. Ah, ma pauvre petite fille. Le malheur, c'est qu'elle croyait tout ce qu'on lui disait. Et on commence avec les titres. Grosse tension chez les Républicains. Qui sera à même de rassembler un large front? C'est dommage que Juppé soit parti. Oh non. Large front. Ok, très bien. C'est Ouais, marrant. c'est bien. Marrant, On non évoquera aussi Ouais. les déboires judiciaires du Rassemblement National et ça vous attriste. Ouais, ça me fait de Le Pen. Oh la vache. Oh, C'est merde. excellent, j'ai Oh, bossé. merde, merde. Il y aura des brèves alors peut-être. Oui, des c'est brèves. dommage qu'Alex soit pas là. Certaines filles disent qu'il est assez bref. Ok. Non Allez, oui, c'est bon. Bon, non, parce qu'il faut qu'on rattrape les grosses têtes. Oui, bah oui. alors, Je me disais, je vais faire des jeux de mots. Allez, on commence avec ce suspense insoutenable chez les Républicains. Qui va en prendre la tête? Ah bah celle qui prend la tête, c'est Nadine Morano, non? Non, mais je parle du futur chef. Chef d'inculpation, bah c'est abus de bien social. Non, comme- non, quoi il comprend rien. Qui va diriger le parti? Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Alors, ça pour ça, Valérie Pécresse a émis une hypothèse ce matin au micro d'Europe 1. Oui, j'ai vu hier Gérard Larcher et je lui ai dit maintenant, Gérard, c'est autour de toi que doit se faire un grand rassemblement. Ça y est, on le sait, c'est GG. Il est lancé GG 2022. On espère pour lui un score aussi élevé que son cholestérol. En tout cas, on va suivre ça dans les prochaines semaines. Hein. Oui, les bagarres chez les Républicains, ça ressemble toujours au film Le Bon, la Brute et le Truand. c'est vrai. Le bon, ce serait qui le bon? Non, pardon, ça ressemble au film Les Brutes et les Truands. Ah, d'accord, très bien. directement. Truand toujours. Oui. Après sa condamnation dans l'affaire dite des primes en liquide, Claude Guéant perd sa Légion Et d'honneur. de toute façon, de l'honneur chez lui, il n'y en avait pas légion. Oh. Ouais, ça dénonce Eh, je aujourd'hui, vois. ça dénonce aussi. Européenne, le Rassemblement National arrive aussi en tête Ouais. chez les détenus. Eh ben, on espère qu'après le procès pour emploi fictif, ce rassemblement se fera à Fleury-Mérogis directement. On passe à Emmanuel Macron qui, lors d'une visite à Bruxelles, a déclaré sur l'immigration. Et je souhaite que durant les 5 années qui viennent, en matière de migration, en matière de protection de nos frontières, en matière de défense, nous puissions porter des projets. Alors attention, voilà, porter et non pas déporter. Non mais attention parce que ce genre de lapsus a eu des conséquences dans l'histoire. Ah, on pense au maréchal Pétain et son fameux... les Allemands ils sont chargés, il faudrait peut-être les aider à porter. Hein, avec les conséquences que l'on sait, bien sûr. Mais ordure toujours. Suite à un mouvement de grève à Paris, les détritus ont été versés hier dans différentes stations de métro pour les salir. Michel Houellebecq s'est dit solidaire du mouvement en ne prenant pas de douche depuis 8 ans. Santé, à présent, le burn-out fait son entrée dans la classification des maladies à l'OMS. Oui, on ne le répétera jamais assez, ne prenez pas de risque de choper un burn-out, devenez technicien à France Inter. Kevin Pelot, à la technique, on t'embrasse. Gironde, la directrice d'un collège a alerté les parents sur l'hypersexualité des élèves de 6e et de 5e. On vient d'apprendre le déménagement de Jean-Luc Lahaye à Bordeaux. Société, à présent, une enquête prouve que rire avec ses amis rend plus heureux que de partir en vacances. Le MEDEF approuve ce message. Allez, partons aux États-Unis à Oui, présent. un parc d'attractions propose de faire revivre l'accident de Lady Di. Oui, on pense à la personne qui a eu l'idée et on se demande bien ce qui lui est passé par la tête. Oui, alors que pour Lady Di, on sait ce qui lui est passé par la tête, hein, c'est le pare-brise. États-Unis Non, toujours, impérialiste. des parents autorisés à utiliser le sperme congelé de leur fils décédé pour concevoir un enfant. Alors attention, si vous êtes de la famille Courgeot, il faut que le fils soit pubère, hein, sinon ça ne marche pas, bien évidemment. On termine avec les brèves. Allons-y, allons-y. Jugé pour excès de vitesse au tribunal correctionnel de Perpignan, un marabout s'est justifié en se disant possédé par l'esprit de Schumacher. C'est véridique, c'est la même défense que Jean Lassalle qui est possédé par l'esprit de Juliette Arnaud. Et enfin, en Allemagne, une contrôleuse des chemins de fer tournait des films porno dans les wagons et les diffusait sur Internet. Ou comment mêler ces deux passions, le train et l'arrière-train. Allez, les grosses têtes, on est là bientôt, on arrive. On va passer avec Robert Little à un sujet quand même de fond, parce que là on a bien rigolé, mais c'est un peu pendant la ce temps- touche écossaise, Bien cette sûr, émission, j'ai évidemment. l'impression. Robert Little, Le Scottish Shower, pardon. la présidence de Donald Trump nuit gravement au bonheur des Américains, semble-t-il. L'ONU mesure l'indice de bonheur de chaque pays chaque année en tenant compte des libertés, de la santé, des filets sociaux ou de l'éducation. Les États-Unis dégringolent dans ce classement à cause du climat d'incertitude que Trump fait souffler sur le pays. Selon la charte de l'ONU, le Groenland est le seul et unique pays de merde du monde. Et nous attaquerons devant la Cour de justice internationale de La Haye tous ceux qui prétendront le contraire. En effet, l'image et la réputation de pays de merde du Groenland lui permet d'être la dernière destination de tourisme, de business et d'immigration au monde. Une spécificité que les Groenlandais ne sont pas prêts de laisser à d'autres. C'est pas si facile, hein. Pour être un pays de merde, faut être des sacrés cons, quoi. Mais c'est vrai qu'avec ce Donald Trump, là,
Maintenant, il commence à nous faire sérieusement de l'ombre, quoi. Groland, bien sûr. C'est un article que nous avons trouvé dans le Journal de Montréal qui nous explique que l'ONU a cet indice de bonheur et que les États-Unis ont dégringolé de plusieurs rangs dans ce classement. Robert Little, vous avez quitté les États-Unis parce que vous vouliez pas voir grandir vos enfants sous Nixon. Alors, on se dit sous Trump, mais il y a un exode. Si tous les gens font comme vous, il y a un exode qui se prépare. Par rapport à Nixon. Je crois que c'est pas le bonheur qui chute, mais c'est plutôt l'espoir. Pour parler sérieusement, ce qui chute en Amérique, c'est l'espoir. Tout le monde avant cette mec, qui je nomme pas, avait l'espoir dans tous les niveaux de la société. Et je crois, dans un certain sens, que Trump n'est pas le problème. Trump est le symptôme de le problème. Il ne faut pas oublier qu'il y a 62 millions de personnes qui ont voté pour lui. Et voilà le problème de 62 millions de personnes et le Parti républicain qui le soutient maintenant. Et donc, on perd beaucoup d'espoir. Et pour moi, je vais dire la vérité, qui est pas très confortable. Je crois que l'Amérique, c'est une civilisation en déclin. Comme le Rome et la Grèce et les Aztèques et les Persiens. Et il faut confronter le fait que l'Amérique est en train de dégringoler. On dit ça. Jusqu'à l'élimination alors? Jusqu'à l'extinction? Parce que les Aztèques, ils ont été... il va pas. L'extinction est très loin, peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'argent là, il y a beaucoup de charbon que Trump adore. Mais je parle pas d'extinction. Le Rome n'était pas extinct tout de suite. Je parle d'une civilisation qui est en déclin. Et il faut confronter ça. Et c'est pour ça que l'élection en Europe ces jours-ci était très importante, parce que la seule chose que je vois qui peut confronter ça, c'est l'Europe. Mais où est l'Europe? J'ai de mal de voir l'Europe. On va l'aborder ce sujet d'ailleurs avec vous à la fin de l'émission. Je voudrais vous poser une dernière question à ce sujet plus rapidement. Vous avez connu, vous, une crise de vocation journalistique. Vous étiez journaliste à Newsweek, ce qui vous a mené à l'écriture de romans, cette crise de vocation, à vous installer en France, à quitter les États-Unis. Vous aviez conclu que le journalisme ne changeait pas le monde. Ici, est-ce que le journalisme, on se demande finalement à quoi il sert face à Trump et dans ce contexte de déclin de la civilisation américaine? Oui, ce qui reste, le journalisme est très très important en Amérique. Le Washington Post, le New York Times, le Chicago Tribune, les journaux comme ça, parce qu'il dit la vérité. Et il faut mettre la vérité sur la table en noir et blanc. Il faut imprimer la vérité. Et dans l'espoir que cette vérité va avoir un impact sur un homme qui est malade, qui invente ses statistiques à droite à gauche et qui a un ego plus vaste que le pays. Et donc, le journalisme est superbe. Mais le problème, c'est que les 62 millions qui ont voté pour lui, dans le milieu de le pays, à peu près le milieu de le pays, il lit pas le Washington Post, il lit pas le New York Times. Et voilà. Regarde Fox News. Voilà. Robert Little avec nous, qui publie Koba chez Baker Street. Clara Dupont-Mono va nous en faire une chronique tout à l'heure. Avant cela, nous écoutons celle qui nous vient de Ouaga, qui nous revient de Guadeloupe, c'est cela? Rokiata Ouedraogo. Kaufe Sakamaché? Hein? Quand on parle de la France, on pense toujours à la métropole. Mais la France, c'est aussi ses résidus coloniaux saupoudrés à travers les océans. Je suis allée récemment en Guadeloupe et je vous jure, il m'a fallu une semaine avant de comprendre que j'étais en France. Et pour moi qui viens d'Afrique, c'est très bizarre la Guadeloupe. C'est comme une espèce de cocktail tropical. Alors, tu prends un shaker, tu mets dedans des millions d'Africains arrachés à leur terre, tu prends quelques bonnes familles françaises, tu élimines autant que possible tous les morceaux d'Indiens qui pourraient donner un sale goût amer à ce cocktail, et tu ajoutes quelques cocotiers pour faire joli. Tu secoues pendant 3 siècles et ça donne des Guadeloupéens bien secoués. Et même leur langue, le créole... ça a été créé dans un checker. Non, parce que c'est vrai qu'ils sont bizarres, les Guadeloupéens. D'ailleurs, moi, avant de partir, toutes les commères de mon entourage ont voulu me conseiller. Et tu vas en Guadeloupe, méfie-toi, ils sont racistes là-bas. Ils aiment pas les Africains, ils aiment pas les Blancs. Ils sont frustrés, ils aiment personne, ces gens.
Ah, tu vas à Pointe-à-Pitre, ma pauvre. J'espère que tu ne tomberas pas malade là-bas parce que si tu dois être hospitalisé, vu la lenteur des infirmières, tu as le temps de mourir avant d'être prise en charge. Hein? Foutaise tout ça, vous voyez bien. Hein? Je suis allée, mais je suis quand même revenue et en forme. Mais bref, si les Guadeloupéens sont secoués, c'est aussi parce que leur histoire est un long carambolage dont ils ne sont pas encore sortis. L'esclavagisme, le bimidum, le chlordécone, par exemple, c'est fini. Pourtant, leurs ondes de choc résonnent très fort. En fait, la Guadeloupe, ça m'a rappelé mon pays. C'est la France, mais c'est un peu comme chez moi. Et j'ai voulu aller faire des emplettes, mais les prix là-bas, mais c'est hallucinant. Et c'est comme les supermarchés au Burkina. Attends, à Ouagadougou d'ailleurs, quand tu rentres dans un centre commercial, ce n'est pas pour faire des courses, non, c'est pour crâner. Qui est fou? On s'habille bien, on se parfume, on se maquille, on prend un caddie et on frime dans les rayons. Et on ressort sans avoir rien acheté au supermarché. Mais oui, ah bah oui, ça impressionne les voisins tout ça. Tenez. Moi, je ne suis restée que 10 jours en Guadeloupe. Il y a eu une coupure d'eau au milieu et ça a duré une journée entière. Mais c'est le grand débrayage généralisé là-bas. C'est le système D dans tous les étages, comme chez moi. Et il n'y a pas d'eau, tu t'organises. Il n'y a pas d'électricité, tu t'organises. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, ah bah tu es solidaire. Et malgré tout ça, ils sont accueillants, chaleureux et ils ont la joie de vivre. Alors, moi j'ai envie de dire, les gars, tenez bon, Pep Guado. Donc, vous avez beaucoup appris là-bas, Roukata. Merci, Roukata Ouedraogo. Et tiens, en parlant de créole. C'est comme ça, la vie, la vie. C'est comme ça, pour accepter. C'est comme ça, la vie, la fête. C'est comme ça, pour faire aimer. Qu'on aime beaucoup, ces conseils qu'on a reçus récemment d'ailleurs, si vous voulez réécouter en podcast l'émission avec Pascal Danaé, avec Delgrès. Vous écoutez France Inter, par Jupiter, peut-être êtes-vous dans votre voiture, avec beaucoup d'autres voitures sur la route d'un long week-end. Nous vous accompagnons. Il est 17h36 au péage de Fleury-en-Brie. Robert Little est avec nous. On va parler dans quelques instants de la Russie, d'un blogueur qui embête Vladimir. On va parler d'Europe, on va revenir à votre roman, Robert Little, Koba, aux éditions Baker Street. Mais avant cela, lorsque c'est la mi-temps de l'émission, c'est le moment Meurice. Eh bien, la France a peur, Charline. Depuis le score de la liste de Yannick Jadot aux Européennes, elle vit dans l'angoisse d'un grand remplacement écolo gauchias. L'Action Sarwell et compagnie a pris 13 points à la Bourse de Paris. Le groupe Trio a annoncé une nouvelle tournée. Rigolez pas, c'est dramatique. Dans les biocops, ces soirées déglingues à base de graines de chia et boulgour à volonté, la catastrophe est proche.
proche. Alors, heureusement, la résistance s'organise. Vous pouvez d'ailleurs envoyer vos dons à l'association Un Sourire pour Pascal Praud. Le maquis s'organise. J'étais ce matin à l'Assemblée Générale des actionnaires de chez Total. C'est un peu les Raymond Aubrac du dioxyde de carbone. Alors, évidemment, un actionnaire qui a des actions Total, quand on dit ça à France Inter, c'est comme si on disait le virus du sida a chopé un cancer. Mais je vais vous dire, de toute façon, rien à foutre chez Total, on peut pas blairer le service public. J'en ai marre de payer une redevance pour tous ces gens-là. J'ai encore vu comment a été traité hier Jordan Bardella sur C5, là, par toute cette bande qui bouffe tous les soirs à nos frais, là, sur C'est à vous, là. Bien au crochet des Français. Eh ben voilà, et ça vaut pour vous tous ici, Regardez cette tablée, vous écrivez vos chroniques avec le sang des actionnaires de chez Total. Ils sont pris à la gorge, ils pleurent des larmes de fioul, vous vous rendez pas compte? Ce monsieur, il est à bout. Quand je paye une redevance, un impôt, je le digère pas, je le paye, parce que moi, je suis français, on va me retrouver. Il y a tous ceux qui fraudent, qui payent pas, là, qui vivent sur le dos de la France. Mais moi, je paye. Vous parlez de Total? Qui paye pas l'impôt, oui, non, mais si on parle là-dedans, j'en ai pour 3 heures, c'est intarissable. Mais est-ce que Total, ils payent bien leurs impôts en France? Ils en payent une partie. Ouais. Ils font de l'optimisation fiscale. Moi, si je pouvais en faire, j'en ferais. On va gêner, nom de Dieu, qui sont là à foot. On va pas payer les crèches, les hôpitaux, les écoles. Vous croyez que Roukiata, elle dit fiscalise pas ses chroniques au Burkina Faso? Rends l'argent, Rouki. Donc merde aux impôts, merde à l'écologie, même si ce monsieur est quand même un petit peu écolo. Je suis partagé parce que je suis un écolo sans le savoir. Moi, je suis écolo quand c'est pas pour sauver la planète. Comment on peut être écolo sans le savoir? Je suis écolo, mais écolo par intérêt personnel. Je ne gaspille pas, je ne veux pas payer, donc je suis très avare. Il est très avare, voilà, l'écologie par l'avarice, essentiellement pour des questions de pognon. Alors ça, c'est un mouvement très connu qui s'appelle le Dupont-Mododisme, qu'on connaît bien chez nous, qui est très efficace quand on ne paye jamais rien, on gaspille jamais rien. Bien joué, Clara, pour ce mouvement. Alors, lui, il est écolo sans le savoir, mais on peut aussi être écolo et le savoir chez Total, bien sûr. Moi, je suis écolo, oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait d'être écolo et d'avoir des actions quand même chez un gros pétrolier? Non, pour une raison simple, c'est que ça a permis à l'évolution du futur, la situation. C'est une raison simple qui n'a pas l'air simple. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais on n'est pas obligé non plus de tout expliquer. Il faut arrêter cette injonction-là. Moi, je voyais les interviews de ce pauvre De Rugy. À chaque fois, il dit il protège la planète. On lui demande comment concrètement. Mais merde, il a le droit à son intimité, cet homme-là. Je veux dire, il fait ça discrètement. Il a un jardin secret. Ça se trouve, il est bio, son jardin. Alors, le faites pas chier, laissez-le tranquille. On peut défendre très bien l'environnement chez Total. J'ai passé 15 ans chez Total. J'ai fait des installations. J'étais responsable de l'environnement pour les raffineries. Responsable de l'environnement pour les raffineries? Oui, j'ai installé une unité. C'est pas un peu un oxymore, ça? Ben non, mais une raffinerie peut être non polluante. Parce qu'environnement et raffinerie, ça sonne un petit peu comme non, mais ça Christophe Castaner et droits de l'homme, quoi. Non, c'est important de le préciser parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi. On peut très bien être responsable environnement chez Total, on peut être responsable bien-être animal chez Charal, on peut être nutritionniste chez McDo, on peut être conseiller stratégique chez Benoît Hamon. C'est possible, c'est des métiers qui existent, voilà. Tout est possible, la vie est pleine de contradictions. Exemple. Vous voyez, je roule en voiture électrique, mais je suis pas écolo du tout. Ah bon? Non. C'est-à-dire? Il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai acheté une voiture électrique. C'est parce qu'il y a 6 000 € de bonus. La deuxième raison, c'est qu'il y a 6 000 € de bonus. Et la troisième, c'est qu'il y a 6 000 € de bonus. C'est tout. Sinon, vous vous en foutez complètement. Complètement. Eh ben voilà. On vit pas mieux quand on s'en fout, sans déconner, on n'est pas bien là. Vous croyez que les ours blancs, ils se soucient de nous? Vous avez déjà vu l'association d'ours blancs pour sauver des humains? Non, rien, ils en ont rien à branler. Alors ça, pour faire les pubs pour Coca, il y a du monde, mais sinon, ils s'en tapent, les ours blancs. Alors ça va bien, c'est toujours dans le même sens, et puis merde. La biodiversité, contrairement à ce que vous dites, elle se porte très bien. Les scientifiques nous disent que la biodiversité diminue. Je vois ce que vous appelez diminuer, mais enfin, disons que l'enjeu, c'est une croissance qui permette de produire plus, et c'est ça ce que j'appelle l'écologie. Et voilà, tout simplement. D'ailleurs, les mots sont très proches, croissance et écologie. Même les noms propres. Par exemple, si on enlève 15 lettres à Dominique Seux et qu'on en rajoute 12, ça fait Greta Thunberg. Donc, vous voyez, c'est quand même hyper proche tout ça. En attendant, ne pas payer ses impôts en France, niquer la biodiversité, collaborer avec des dictatures en Birmanie, j'en passe et des pires. Quand on additionne le tout, ça fait un beau total. Merci Guillaume Meurice, on ne passe pas chez vous par hasard, c'est vrai. À 17h41 sur France Inter, Robert Little était tout oui en vous écoutant. Robert Little, on va profiter de votre tropisme russe et du thème d'ailleurs de votre roman Koba. Je laisse le deuxième sujet à Juliette Arnaud. Alors c'est un blogueur russe qui s'appelle Alexandre Gorbounov et qui dézingue le pouvoir russe. Forcément, le pouvoir russe en question est un peu fâché et se met à menacer les parents du blogueur russe. Alors,
Le blogueur qui était masqué choisit de se démasquer lui-même. Et là, aux surprises, Alexandre Gorbounov, c'est un frêle jeune homme cloué sur une chaise roulante. Il a la même maladie musculaire dégénérative que Stephen Hawking. Et là, même un gros costaud comme Poutine, il est un peu ennuyé. Il aurait peut-être dû s'interroger sur la force, en demandant de l'aide, par exemple, de l'aide intellectuelle aux plus costauds des gros costauds. C'est bête, la force. Pourquoi tu dis ça, Obélix? C'est bête et c'est méchant. Le loup mange l'agneau, le requin le petit poisson, l'araignée mange la mouche. C'est toujours le plus gentil, le moins fort. On peut servir de sa force pour défendre le faible. Oui. Mais quand je donne des baffes à un fort, comme c'est moi le plus fort, lui, il devient faible. Mais quand les Romains nous attaquent, c'est eux les forts et nous les faibles. Il faut bien qu'on se défende. Moi, je pense que la vraie force, c'est de retenir sa force. Gérard Depardieu et Clovis Cornillac. Voilà, dans Astérix aux Jeux Olympiques. Nous avons choisi ce sujet, Robert, pour le parallèle évident avec votre histoire. Dans votre livre, c'est un enfant qui est face à Staline, et là, c'est un jeune homme handicapé. 27 ans, il a. 27 ans, il écrit, il a plus que son index droit qui marche, c'est avec ça qu'il écrit. Et donc, ce jeune handicapé face à Poutine. On en vient à se demander si seule la vulnérabilité peut contrer la force abusive. Le premier problème avec ce jeune homme, c'est qu'il y a un seul dans un pays de 150 millions de personnes. Et le fait qu'il y a un seul, on parle de lui maintenant. Et il a un courage fou. Peut-être il est un peu protégé parce qu'il est malade. Exactement, la vulnérabilité. Mais c'est quand même un courage incroyable. Et quand j'ai lu ça ici sur le papier, j'ai pensé tout de suite, vous vous souvenez de le grand événement en Chine où le jeune homme se plantait devant un char. Oui. Et le char a fait à droite, il a fait, le char à gauche, il a fait. Et j'ai cette photo dans ma maison parce que j'ai jamais oublié le courage ce que peut avoir une seule personne. Et j'ai son nom. Je suis gêné le fait que je ne me souviens pas de son nom, mais j'ai marqué son nom sur la photo et j'ai appris qu'il était mort. Il n'a pas survécu. Dans ces sociétés, le fait qu'il y a un ici et un là, ça fait quoi? Ça va pas changer grand-chose. Nous, il faut 1 million. Il faut beaucoup de monde. Il faut beaucoup de journaux. Il faut beaucoup de voix qui se lèvent, qui dit la vérité. Mais si les voix se lèvent pas, vous pensez que le peuple russe, du coup, valide la politique de Poutine? Quelle est votre interprétation? Des choses très intéressantes qui passent en Russie aujourd'hui, et j'ai appris ça très récemment, c'est que l'homme le plus populaire en toute Russie n'est pas Poutine, c'est Staline. Mais alors justement, le jeune blogueur Staline Goulag, il a une théorie là-dessus. Il dit que Poutine utilise Staline pour faire sa propre pub. En fait, c'est un win-win. Ah, c'est sûr. Et il dit très précisément, lui, Staline Goulag, il dit qu'il n'y a pas d'amour populaire pour Staline, que c'est un mythe. La seule chose que retient le peuple, c'est que sous Staline, à la différence de sous Poutine, tout le monde en bavait. Les cadres comme le peuple. Non, je vois pas ça comme ça. Ce qui se souvient des Russes que je connais, c'est que Staline a gagné la guerre. Et à le moment qu'il a gagné la guerre, la Russie était un grand pays parmi tous les autres pays, à Yalta, toutes les conférences, il était à côté de Roosevelt et Churchill. Et pour moi, Poutine, vous avez raison de le dire, il pousse, il soutient, il souligne Staline. Mais la jeune génération a oublié le Staline de 29, la collectivisation, les millions de personnes mortes dans les famines qu'il a créées en Ukraine. Oui, la marche forcée pour les fermes. Tout ça, c'est oublié. Oui. C'est l'homme qui a gagné la guerre. Et parenthèse, on ne parle pas de les 12 millions d'armées russes qui a vraiment gagné la guerre. C'est Staline qui a gagné la guerre. Et donc, la Russie était un grand pays. Si vous voulez, c'est l'image miroir de Trump. Trump, il veut faire « Make America Great Again ». Et Poutine, il est dans la même onde « Make Russia Great Again ». Et pour Poutine, c'est une distraction parce que l'économie plonge avec les sanctions, le pétrole et tout ça.
Et il veut distraire la population du fait que la vie quotidienne, la santé et tout ça n'est pas fabuleux du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait un autocrate ou un dictateur dans ces situations-là? Toujours, il a un ennemi extérieur. Toujours, le Crimée est pris partie de la Russie, l'Ukraine et le bataille dans l'Ukraine. Toujours, on distrait le peuple. Et ce jeune homme, il faut donner tout honneur à le jeune homme qui fait ça. Où est-ce qu'on peut lire l'article? C'est un très bel article du journal suisse Le Temps. Voilà, merci beaucoup Juliette Arnaud. Très beau sujet en effet. À 17h47 sur France Inter, vous êtes toujours dans la voiture, dans les embouteillages, alors que le week-end ne fait que 4 jours. Heureusement, il y a Clara Dupont-Moreau qui s'est penchée dans Robert Little, Koba, paru chez Baker Street. Eh bien oui, c'est vous notre actualité, Robert Little, avec votre livre Koba. Alors moi, je suis très contente de recevoir un maniaque. Alors, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas là, parce qu'en littérature, être maniaque, c'est un compliment. Je vous rappelle que Gustave Flaubert ne pouvait pas décrire un restaurant sans être allé lui-même étudier la carte du restaurant. C'était un maniaque de l'exactitude, un peu comme vous, Robert Little. Alors vous, ce ne sont pas les restaurants, mais c'est plutôt l'URSS. C'est votre grande obsession. Vous l'avez étudié avec un soin de chirurgien, vous connaissez parfaitement les rouages du KGB, de la société russe, vous savez comment pensait Staline, le grand-père de Guillaume Meurice, qu'on embrasse. Et cette obsession minutieuse irrigue tous vos livres, en fait, et évidemment rebelote avec Koba. Nous sommes à Moscou, en pleine purge stalinienne, dans un grand immeuble. Et ce petit garçon dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Léon, comme Trotsky d'ailleurs, assiste à l'arrestation de sa mère, qui est médecin. Elle vient de rentrer de l'hôpital. Il y a des hommes en noir qui lui sautent dessus. Et Léon, lui, il est caché dans une pièce secrète et il assiste à l'arrestation de sa mère. Si on s'arrête une seconde sur cette scène, l'idée c'est comment en écriture on peut transmettre l'émotion de cet enfant. Alors vous avez plusieurs options, parce que c'est compliqué à transmettre. La première option, c'est de dire il était angoissé. Bon, ok, merci pour tout, à lundi Guillaume Musso. Bon, on peut le faire à la Barbara Cartland. Son cœur battait comme une balalaïka dans la tempête des steppes neigeuses rejoyantes, etc., etc. Bon, Barbara Cartland. On peut le faire à la Houellebecq. Sa mère avait-elle déjà partousé, se demanda-t-il en la regardant une dernière fois. Bon. Mais on peut, comme Robert Little, utiliser les détails. Parce que dans votre livre, Léon se demande une seule chose alors qu'il assiste à l'arrestation de sa mère, c'est est-ce qu'elle ne va pas avoir trop froid avec ses chaussures en plastique blanc de l'hôpital. Et ce sens du détail, qui est absolument extraordinaire, ça porte un nom très précis en littérature, ça s'appelle une synecdoque. Alors, ça fait un peu maladie de peau, bon, mais c'est un outil très pratique. C'est l'idée que le détail dit le général, le tout petit dit le tout. C'est par exemple Émile Zola qui va décrire un alambic pour parler de l'alcoolisme. C'est l'expression une voile pour dire un bateau. Et on peut s'amuser à en faire, hein. On peut juste décrire une mèche de cheveux blonds de Charline, toute petite, pour décrire la gigantesque splendeur, par exemple. Mais quelle faillite. Non, quelle faillite, un petit peu. Mais forcément, ce premier rôle donné au détail génère quelque chose de très visuel. Lire votre livre, Robert Little, c'est comme regarder un film. Et d'ailleurs, à quoi est-ce qu'on pense au moment où Léon rencontre d'autres enfants orphelins qui, eux aussi, sont perdus dans les dédales de l'immeuble? Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Eh ben, c'est un film, comme par hasard, et pas n'importe lequel, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle La Cité des enfants perdus, de Caro et Genet. C'est exactement la même thématique. Ce sont des enfants qui sont unis dans un territoire hostile et clos. Alors, Léon ne rencontre pas uniquement des enfants dans cet immeuble. Il se trouve qu'à un moment, il arrive dans une salle de bal désaffectée immense. Et là, il voit derrière un bureau un vieux monsieur, donc, entouré de gardes du corps, un vieux monsieur très très laid. Et là aussi, au lieu de dire « il était moche », vous écrivez « un unique poil noir s'échappait de sa narine gauche ». Là aussi, synecdoque bis, un tout petit détail pour dire beaucoup plus. Alors il a l'air malade, Léon lui demande « tu as des ulcères ?» et il répond « non, j'en donne ».
Ça, c'est magnifique. Il dit qu'il s'appelle Koba, il parle de la Géorgie, il pète, il est visiblement très influent. Léon l'adore et en même temps, il s'en méfie. Et là, on entre dans l'étrangeté d'un lien qui peut se tisser entre l'oppressé et l'oppresseur, entre le tyran et le pur. Et là aussi, on pense à un film où c'est exactement la même thématique qui s'appelle Le vieil homme et l'enfant de Claude Berry, qui est sorti en 1967. Et bien sûr, au lieu d'écrire les sentiments qui émergent entre Koba et Léon, qu'est-ce que vous faites? Vous décrivez une partie de Mikado qu'ils jouent ensemble, Synecdoche 3e. Je vous redonne les références. Koba de Robert Little est paru chez Baker Street. Merci Clara Dupont-Mono. Robert Little, vous êtes d'accord avec l'analyse? C'est vrai que le détail chez vous, c'est... Oui, c'est excellent de dire tout ça. Mais parce que non, il n'y a pas un mais, il n'y a même pas un mais. C'est parce que, si j'ose dire, que j'ai une théorie d'écriture, c'est à peu près le fait qu'on doit donner les petits détails, mais il y a une raison pour le faire ça, pour co-opt. Est-ce que ça c'est un mot français? De co-opt lecteur, lectrice, qui deviennent co-author avec vous. Oui. Si vous donnez une description entièrement d'une chose, le lecteur n'a pas besoin d'imagination, mais si vous donnez un petit détail de petites choses, le lecteur devient le co-auteur et le livre, à mon avis, devient plus vivant. Mais c'est une Robert petite Little. façon d'approcher l'écriture. C'est une petite astuce de Robert, notez-la chez vous. Koba aux éditions Baker Street. Abordons rapidement ce dernier sujet car 2 nouveaux billets de 100 et 200 euros sont en circulation depuis hier dans toute l'Union monétaire. C'est déjà ça que les Anglais n'auront pas. Les billets de banque adoptent un style épuré, matiné d'une tendance plus architecturale. Bref, ils sont insipides. Et s'ils représentent des ponts entre les peuples, c'est dommage qu'ils soient désincarnés, ne représentent pas de grands artistes ou de grands monuments. Sûrement un sujet de société qui ne demande pas de créer le débat. Oh, un nouveau billet. Ah, ils sont jolis. Dites, Mme Michel, vous avez vu les nouveaux billets de 500? Oh oui, on a fait les dons. Ils sont moins jolis que les billets de première. Vous n'avez pas votre monnaie? Non, mademoiselle. Alors attendez une minute, j'en ai pas non plus. Oh, ça alors Bah, vous êtes tenu de faire la pointe. Allez, au suivant. Antoine et Antoinette, le film de Jacques Becker. C'est un article publié dans Les Échos et Dominique Seux en a fait sa chronique économique ce matin dans la matinale avec ces 2 billets avec des ponts, des dessins d'architectes. Robert Little, est-ce que l'Europe, c'est pas une métaphore de l'Europe qui peut-être manque d'incarnation? Dominique Seux disait ce matin, pourquoi ne pas mettre Hugo, Goethe ou le Colisée ou est-ce que le sentiment européen il peut passer par une représentation sur la monnaie? Le sentiment de l'Europe doit passer par quelque chose pour que ça existe. Et je ne suis pas assez expert pour dire si ça doit être un pont ou un visage de Victor Hugo. Ouais. Mais le seul espoir contre la Chine et contre l'Amérique, c'est que si une Europe existe et s'ils changent le billet de 100, moi je n'ai même pas le vieux billet de 100, donc je vais chercher tout de suite. Nouveau, c'est des nouveaux. Ouais. Alors, en tout cas, vous êtes très européen parce qu'en plus vous avez un fils à Barcelone. Jonathan Little. Vous prononcez mal, Barcelona. Si. Jonathan Little, prix Goncourt pour les bienveillantes. Et vous avez un autre fils à Prague qui est peintre et qui a peint la couverture de votre roman Koba. Oui. N'est-ce pas, Robert Oui. Little? Alors, qui vient d'arriver dans ce studio? Un Juliette drôle d'oiseau qui chante comme un pinson mais combat comme un aigle. Frédéric Fromet. Bonsoir. Alors, de quoi on chante? Eh bien, après la chanson de VG Dream pour fêter la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de foot, voici celle pour célébrer la défaite des Bleus à Roland-Garros. Et ça c'est Fromet Dream de par Jupiter. Eh ouais, prendre une branlée comme Gaël, Gaël mon fils. Prendre une raclée comme Richard Gasquet. Prendre une dérouillée comme Joe Wilfried Tsonga. Se faire latter comme Caroline Garcia. On va quand même pas rappeler Yannick Noah. Il pourrait se mettre à chanter Saga Africa, ramener la coupe à la maison. Non, 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 c'est le terrain qui était pas bon. Il y avait des faux rebonds, ramener la coupe à la maison. Non, 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 il y avait de la pluie, il y avait du vent. Le filet était trop grand. 15-0, 0 pour qui? 0 pour le français. 30-0, 0 pour qui? 0 pour le français.
40-0-0 pour qui? 0 pour le français. Attention, égalité, non je blaguais. Ramenez la coupe à la maison. Non, 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 non. Pour Benoît Père, Gilles Simon, le cours n'est pas assez long. Ramenez la coupe à la maison. Non, 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 non. Pourtant y a eu Thierry Champion, il portait mal son nom. Coup droit revers amorti dans le filet. Qui? Encore un Français. Service lifté, passe une shot dans le filet. Qui? Encore un Français. Coup décroisé, ce match dans le filet. Qui? Encore un Français. Enfin un lobe au-dessus du filet. Il l'a pas fait exprès. Mais comment il s'appelle le vainqueur? Raphaël Nadal. Mais comment il s'appelle le vainqueur? Roger Federer. Mais comment il s'appelle le vainqueur? Novak Djokovic. Mais comment on appelle les vaincus? Richard, Wilfried, Gaël, Caroline, Christina, Nicolas, Alizé, Gilles Benoît, Pierruc, Jérémy, Lucas, etc. Ramenez la coupe à la maison. Non, 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 non. La France qui gagne à Roland. Non, 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 non. Ramenez la coupe à la maison. Non, 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 non. D'abord, elle est où la maison? En Suisse pour le pognon. Frédéric Cromet. Merci. Merci. Allez les Bleus. Qu'on a écouté aujourd'hui, car demain nous sommes en Florilège. Mais quel Florilège, avec notamment Benoît Poulvorde et José Garcia. Robert Little qui nous dit depuis le début de cette émission, mais vous êtes payé pour faire ça, c'est génial. Je veux faire pareil. Et oui Robert, et avec vos impôts depuis que vous vivez en France, c'est ça qui est formidable. Robert Little, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, c'était un plaisir. Merci de m'inviter. Mais avec joie, Robert Little, Koba, publié aux éditions Baker Street. Merci les amis, merci beaucoup Clara Dupont-Mono, Juliette Arnaud, merci Roukiata Ouedraogo, merci Guillaume Meurice, merci à toute notre formidable équipe. Et cette semaine, il y avait Mathias Volant qui est venu nous aider également. Et puis, on va vous laisser le mot de la fin. Robert Little a un mot et un sentiment qui est revenu pas mal dans cette émission et auquel on adhère, notamment, qu'est-ce qui nous manque face à Trump? Mais où est Europe? J'ai du mal de voir Europe. Eh ben t'es là, toi, t'es pas à Rungis? Bah non, et toi, t'y es pas non plus? Pas aujourd'hui. Eh ben les gars, qu'est-ce que vous faites chez Toyota? Vous êtes